messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. La première dame Dominique Ouattara lance Octobre Rose, mois de mobilisation contre le cancer du sein. Elle invite toutes les femmes à se faire dépister pour réduire le taux de mortalité causé par cette maladie. C'était au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Le Sénat ivoirien entame demain sa deuxième législature. À l'ordre du jour, l'élection du nouveau président de l'institution. La séance inaugurale se tiendra à Yamoussoukro. La deuxième chambre du Parlement compte 99 sénateurs, dont 33 nommés dernièrement par le président de la République. Le ministère de la fonction publique intègre des innovations dans le système de formation. La 59e promotion de l'ENA, l'École nationale d'administration, s'initie aux notions militaires. Le civisme, le savoir-vivre collectif, le respect de la hiérarchie ont été enseignés aux apprenants. Enfin, en Israël, un gouvernement d'urgence sera formé pour la durée de la guerre face au Hamas. Le Premier ministre israélien et le leader de l'opposition sont parvenus à un accord aujourd'hui. Le bilan s'est alourdi, 1200 morts côté israélien et 1005 côté palestinien. Soyez les bienvenus sur RTI1. Octobre Rose se poursuit. On se mobilise contre le cancer du sein. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, invite toutes les femmes à se faire dépister afin de réduire le taux de mortalité causé par cette maladie. L'appel est lancé depuis le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. L'hôpital est spécialisé dans la prise en charge holistique des personnes touchées par le cancer et il abrite le premier service de radiothérapie de notre pays. Je vous propose d'écouter la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le cancer du sein représente 19,1% de tous les cas de cancer enregistrés et 33,4% de cancer féminin. On compte ainsi 3306 nouveaux cas de cancer du sein par an, selon les dernières statistiques de l'OMS. Cette maladie affecte en majorité les femmes et elle perturbe aussi l'équilibre de la famille. C'est donc un fléau préoccupant qui affecte les populations. Fort heureusement, ces dernières années, d'énormes progrès ont été réalisés dans la lutte contre le cancer du sein. Grâce à la recherche sur les traitements et à la prévention, cette maladie ne s'apparente plus à un drame insurmontable de nos jours. En effet, s'il est découvert suffisamment tôt lors d'un dépistage, le cancer du sein peut se guérir en évitant l'ablation et même la chimiothérapie. Pour preuve, après 4 années de fonctionnement du CNRAO, il est observé une réduction du risque de décès par cancer du sein de 25%. Au niveau agricole, des défis restent aussi à relever. L'ICCO, l'Organisation internationale du cacao, veut une nouvelle dynamique pour l'industrie cacaoyère mondiale. Une dynamique pour booster les niveaux de revenus des producteurs. C'est l'engagement pris par l'ICCO à l'issue de ces assises tenues ici à Abidjan. L'objectif est de garantir la durabilité du cacao, nous explique Lansine Bakayoko. La situation du marché mondial, la prolongation de la validité de l'accord international du cacao jusqu'en 2026. Ce sont entre autres les sujets qui ont meublé les échanges. Parmi ces sujets également, la question de la rémunération des producteurs. Sur 100 milliards de dollars, seulement 5 à 6% reviennent aux pays producteurs, insuffisant pour assurer l'avenir. Je suis conscient que de l'importance de l'industrie du cacao, le défi d'augmenter le prix, d'avoir un prix juste pour les producteurs, l'importance aussi d'aboutir à certains objectifs de lutte contre la déforestation. Je suis convaincu que l'ICCO, dont nous venons de fêter les cinquantenaires, continuera à être un espace privilégié de dialogue. L'économie cacaoyère doit faire face à plusieurs autres défis. Il s'agit notamment de l'élargissement de la base de consommation du chocolat aux pays producteurs et aux pays émergents,
la transformation durable par les pays producteurs et la production durable par l'abandon des pratiques traditionnelles. À la faveur de la prochaine session, le Collège des producteurs fera une déclaration à propos de cette déforestation. Et nous comptons envoyer une mission du Collège des producteurs à Bruxelles pour rencontrer les autorités européennes, pour leur expliquer que nous sommes inquiets lorsque cette réglementation va entrer en vigueur, car nous pensons que beaucoup de pays producteurs peuvent faire les frais de cette réglementation. Pour éviter le scénario d'une chute brutale, une approche prudente qui passe par l'adoption par chaque pays d'un plan national du cacao, la redynamisation des structures d'encadrement et l'utilisation des plans à haut rendement ont été recommandés. La Côte d'Ivoire représente près de 40% de la production mondiale du cacao. Voilà, et le Sénat concentre aussi l'actualité. Le Sénat ivoirien entame justement demain sa deuxième législature. On connaîtra le nouveau président de cette institution. La séance inaugurale se tiendra à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Cela fait 5 ans maintenant que la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une deuxième chambre au Parlement. Et les populations, elles attendent beaucoup de cette jeune institution qu'elles ont appris à connaître, nous dit Kadé Sogodogo. La deuxième législature du Sénat ouvre ses portes ce 12 octobre 2023. Après l'élection des sénateurs le 16 septembre dernier, le décret présidentiel nommant 33 sénateurs conformément à la Constitution a été rendu public. Sur les 66 sénateurs élus, 26 n'ont pu revenir à l'hémicycle. Parmi eux, des grands noms. Le président sortant de l'institution, Jeannot Ahoussou-Kouadio. La vice-présidente Emilienne Boubi Assa, pour ne citer que ceux-là. Du côté des sénateurs nommés, 8 nouveaux sont à signaler. L'ex-ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Kamisuko Kamara, arrive comme une figure de proue. Cette deuxième législature de la Chambre haute du Parlement enregistre 24 femmes, soit 24,74%. Les attentes des populations pour cette deuxième législature sont nombreuses. Moi, je pense qu'on permet au Sénat de jouer pleinement son rôle. C'est-à-dire, quand il y a un problème qui tient de la vie de tous les Ivoiriens, il faudrait que le Sénat soit consulté, donne son avis et que cet avis-là soit pris en compte. Je crois bien qu'ils peuvent encore faire plus s'améliorer pour que nous soyons tous heureux. Ce que nous on attend de ce Sénat-là qui va faire son entrée, c'est de communiquer pour qu'on sache vraiment ce que le Sénat fait. La première législature qui s'est achevée a vu 832 heures d'activité parlementaire avec en prime 185 projets de loi adoptés. Un travail qui a révélé le Sénat dans le quotidien des Ivoiriens. Le Sénat a voté des lois pour améliorer nos conditions de vie. Nos routes ont été reprofilées. Le Sénat a bien travaillé pendant ces 5 années parce que je voyais beaucoup à la télé souvent voter des lois et les Ivoiriens en parlaient et je pense que le Sénat a vraiment fait ses preuves. Avec le Sénat, les choses n'avaient pas été soulevées pendant la session des députés. Toutes ces questions-là sont relevées, sont contrôlées, passées au peigne fin par les sénateurs. Nous pensons que c'est une bonne institution. Le deuxième quinquennat du Sénat qui s'ouvre ce 12 octobre enregistre comme ordre du jour élection du président du Sénat et ouverture de la deuxième session ordinaire 2023. Cette séance sera présidée par la doyenne d'âge de l'institution, Ambla Viviane Elisabeth Zounon-Kipré. Ils seront au total 97 sénateurs présents en attendant l'élection des 2 sénateurs de la région du Guémon où le scrutin est à reprendre. Et l'événement a lieu demain. Justement, ça bouge aussi au ministère de la fonction publique qui vient d'intégrer des innovations dans le système de formation. Et l'ENA l'illustre parfaitement. La 59e promotion de l'École nationale d'administration s'initie aux notions militaires des ENAC. Vous allez le voir, se sont fait former à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Une étape très importante avant d'entamer les cours pratiques à l'amphithéâtre à l'ENA. Les valeurs citoyennes comme le civisme, le savoir-vivre collectif, le respect de la hiérarchie leur ont été enseignés. Grâce Kanto.
Colonel-major Alain Camara face aux élèves de l'École nationale d'administration ENA. Le commandant de l'école de gendarmerie d'Abidjan leur prodigue des conseils sur la bonne conduite à tenir face à l'autorité militaire. La première des choses que vous devez pouvoir réussir, se présenter à une autorité de façon militaire, ce sont les fondamentaux. Ça doit pouvoir se faire de façon relaxe, avec toujours la rigueur dans l'allure du stagiaire que vous êtes. Eux, ce sont les élèves du cycle supérieur de la 59e promotion de l'ENA. Ces ENAC ont suivi plusieurs modules, entre autres le civisme, la discipline, le sens de la responsabilité et le respect de la hiérarchie. Ils ont été formés sur un ensemble de modules dont l'objectif visait à les amener à s'approprier des notions de civisme, de citoyenneté et des valeurs de l'État. Pour ce faire, des modules qui portent sur la formation civique et morale ont été enseignés. Également, des notions sur les règles et usages de vie en société leur ont été inculquées. Et nous avons évidemment fait des pratiques de sport et également de l'ordre serré qui consiste à pouvoir les déplacer de façon cohérente. Les apprenants ont été enrichis. Notre passage ici nous a permis de voir les choses autrement, d'être imprégnés profondément sur des questions de discipline, d'engagement, de hiérarchie, le sens du service public, notamment l'intérêt général qui doit guider nos actions au cours de notre carrière. Je repars très enrichie et satisfaite de la formation que nous sommes venus réaliser ici parce que j'ai appris beaucoup. Nous nous engageons à nous approprier ces valeurs-là et à les mettre au service des populations dans les différentes administrations que nous allons intégrer. Cet encadrement militaire fait partie des réformes engagées par le ministère de la fonction publique. La formation concerne les 676 élèves des 3 cycles de la 59e promotion, une première dans l'histoire de cet établissement d'élite créé le 2 septembre 1962. L'on ne peut transformer l'appareil sans transformer les hommes, notamment les animateurs. Et donc de plus en plus, on parle du fonctionnaire nouveau. Et tenant compte de cela, l'ENA, qui est pourvoyeuse des cadres et des hauts cadres de l'administration, devrait intégrer cette vision et cet engagement. Des cadres au service de l'administration publique. Le commandant supérieur de la gendarmerie invite chacun à promouvoir l'excellence en milieu professionnel. S'il tombe dans l'oreille d'autres personnes que vous avez des activités un peu floues, que vous ne semblez pas honnête, que vous pactisez avec des personnes malhonnêtes, que vous n'êtes pas quelqu'un de correct, que vous courez derrière l'argent et que votre complicité est avérée avec des orpailleurs, par exemple, des orpailleurs dans l'illégalité ou des trafiquants, à partir de cet instant, vous n'avez plus de légitimité. Après s'être imprégné des notions de citoyenneté à l'école de gendarmerie, place maintenant à la formation en administration de base à l'ENA. Le slogan gagne les esprits au cœur de la transformation de l'action publique. Le fait pour nous d'être à l'école de gendarmerie est une innovation dans le fonctionnement de l'école nationale d'administration. Nous sommes fiers d'avoir porté cette innovation et nous espérons en tout cas faire de notre mieux pour que l'école nationale d'administration soit plus représentative dans l'administration de la Côte d'Ivoire et dans l'évolution, dans le développement économique, social et culturel de notre pays. Nous sommes des commandos de l'ENA. Avoir la qualité de service nécessaire pour accomplir une mission d'intérêt général demande d'être formé sur certaines bases en matière de management, en matière d'autorité, de sorte à ce qu'une fois que nous soyons à la tête de ces institutions ou en train d'accomplir nos missions, nous ne fassions pas d'abus de pouvoir, que nous soyons des fonctionnaires de qualité. Cette initiative du ministère de la fonction publique à travers l'ENA s'inscrit dans le concept du fonctionnaire nouveau, apte à offrir un service de qualité à l'usager client. En envoyant les élèves de la 59e promotion à la gendarmerie, nous avons nourri 2 ambitions. Il fallait que là où l'ambiance générale est présidée par le déni de l'État, le déni des institutions, l'incivisme et la désobéissance particulière, que les élèves qui en prennent conscience, qu'ils doivent changer de paradigme, qu'ils doivent changer de mode de vie
doivent changer de façon de faire et leurs pensées également doivent être totalement réformées. L'ENA accueille chaque année entre 400 et 500 élèves. Parmi eux, des auditeurs libres et des auditeurs à titre étranger. L'établissement compte en son sein 2 écoles. L'école de gestion administrative et de diplomatie et l'école de gestion économique et financière. Voilà, quand les ENAC s'initient aux notions militaires comme la discipline, le respect de la hiérarchie, un reportage réalisé pour vous par Grace Kando et d'autres valeurs citoyennes sont promues au sein des communautés. Le ministre Amadou Coulibaly est en campagne. Il sensibilise la population sur l'utilisation responsable de l'Internet. Le mauvais usage de cet outil expose à des sanctions pénales. À Djamé, vous allez le voir, les populations ont été instruites sur les infractions courantes liées à la diffamation, aux menaces et aux injures, et les peines vont de 12 mois à 4 ans de prison. Walter Amadou Ouattara. Après Treichville et Plateau, la commune d'Adjamé accueille la campagne en ligne Tous responsables et mis en avant la prévention afin d'éviter des condamnations pénales et pécuniaires aux usagers des réseaux sociaux. Je vais publier quelque chose pour avoir les likes, mais si cette information que vous publiez, si ce n'est pas vérifié et ce n'est pas vrai, ça devient une division de fausse information, qu'on appelle fake news. C'est de 12 mois à 4 ans d'emprisonnement et de 2 millions à 10 millions de francs CFA. Quelqu'un qui ne me plaît pas, je lui envoie un message. C'est une menace et les peines sont lourdes, de 10 ans à 20 ans et de 10 millions à 40 millions de francs CFA. Le message est bien perçu par les jeunes. Pour mes soeurs, ce que je peux leur dire, c'est que même si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, ou soit si la personne ne va pas balancer même ce que vous lui envoyez, ce n'est même pas digne d'une fille ou soit d'une personne d'envoyer ses nullités à quelqu'un. C'est ta vie privée et c'est pour toi seul. C'est une très belle initiative parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les réseaux sociaux à mauvais escient. Et donc cette campagne va nous permettre de pouvoir élargir nos connaissances et pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour des choses plus importantes. Ça va nous dissuader de faire des conneries sur les réseaux sociaux. La mairie d'Adjamé accompagne cette campagne de sensibilisation. C'est pour interpeller cette jeunesse, éviter de critiquer et dire des choses qui ne sont pas vraies, ça peut vous amener en prison parce que la loi est faite pour tout le monde. Pour le ministère de la Communication et de l'économie numérique, tout le monde est concerné par l'impact de la mauvaise utilisation de l'Internet. Contrairement à ce que nous pensons, les hommes de 3e âge sont beaucoup intéressés aussi par le réseau Internet. Le problème qui se pose avec les jeunes, c'est qu'en général, ce sont les jeunes qui sont les créateurs de contenu. C'est en cela que leur responsabilité est suffisamment engagée. Et ces contenus qu'ils créent sont mis à destination de toute personne qui va sur le web et donc les personnes âgées qui, elles, n'ont pas suffisamment de capacité technique pour vérifier cela. Et donc, nous en appelons véritablement à leur sens de responsabilité. Entamée le 31 août dernier, cette phase va s'achever début novembre 2023. Elle va sillonner 8 villes universitaires et 13 communes dans le district autonome d'Abidjan. Ils sont des exemples et leur mérite a été reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. 273 personnalités, dont des membres du gouvernement et des journalistes à la RTI, ont été distinguées aujourd'hui. Ces personnes ont été faites commandeurs, officiers et chevaliers dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale. Khalid Diomandi. La Côte d'Ivoire, reconnaissant à ses fils et filles qui mettent les pieds à l'étrier pour bâtir qualitativement son système éducatif. 273 personnalités sont élevées dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale, dont 62 au grade de commandeur, 61 au grade d'officier et 150 au grade de chevalier. Au rang des distingués, des ministres, des directeurs généraux, des enseignants et des agents du ministère de tutelle appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Je suis tellement fier qu'après 41 ans, 24 jours de service, recevoir une telle médaille, il fallait le faire. Je suis fier et heureux. Cela fait exactement 12 ans que nous organisons des journées régionales donc du mérite et de l'excellence dans la région du Poro. Avec cette décoration comme commandeur dans l'ordre du mérite de l'éducation, ça nous encourage à aller plus loin, à faire davantage pour ces enfants-là. Nous accompagnons le programme Miss Mathématiques, donc nous avons vraiment un grand engagement envers l'éducation et c'est une marque de reconnaissance que nous apprécions. Avant d'être au niveau où je suis
Actuellement, j'ai d'abord été enseignant. Donc je suis heureux et fier de bénéficier de cette distinction. Les acteurs de médias, également honorés pour leur contribution à l'amélioration de l'école ivoirienne. La RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne, figure en bonne place avec 5 de ses agents, fait officier et chevalier dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale. La RTI est un grand groupe, le premier groupe audiovisuel de Côte d'Ivoire. Rien d'étonnant, nous sommes tout simplement fiers, nous tenons à dire merci au ministre de l'Éducation nationale qui a reconnu nos mérites et nous nous engageons à faire toujours mieux, toujours plus au service de la Côte d'Ivoire. Aux agents retraités et à ceux en exercice, la ministre Maria Toukone transmet toute la gratitude de la nation, l'occasion également d'inviter les Ivoiriens à une synergie d'action pour construire un système éducatif solide. Chers collaborateurs retraités, certains ont totalisé 30, 35, voire 40 ans de leur vie au service de l'école, au service de l'État de Côte d'Ivoire. Quoi de plus normal que de vous célébrer? Chers collaborateurs en activité, je vous exhorte à donner le meilleur de vous-même, à travailler avec abnégation et amour. L'Ordre du mérite de l'éducation nationale a été institué en 1962. Il vise à récompenser les actions des personnes engagées en faveur de l'éducation. Voilà, félicitations à tous les récipiendaires dont font partie les journalistes de RTI. On a aussi célébré l'excellence à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, une journée consacrée à la jeune fille. L'objectif de cette journée internationale est de promouvoir le leadership féminin. Leurs défis, notamment leur autonomisation, étaient au menu. Grâce au Franck Quadio. Près d'une fille sur 5 ne termine pas toujours le premier cycle de l'enseignement secondaire et 4 filles sur 10 le second cycle. Selon le ministère de la Femme, cette frange de la population saisit l'opportunité de la journée internationale de la fille pour interpeller les parents. Au sortir de cette session, je retiens que la jeune fille a droit à l'éducation, à la formation. Nous disons merci pour cette initiative. Aujourd'hui, pour permettre à une fille de pouvoir s'insérer, tout part de sa famille, tout part de la base. Je vais lancer un appel à nos parents qui sont très importants dans ce processus-là. Pour l'organisation Solidarité pour étudiantes, une structure qui œuvre pour la promotion du leadership féminin, la femme de demain se construit aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'intitulé de leur slogan. Si nous voulons que nos jeunes filles soient des femmes capables d'impacter nos nations, capables d'impacter notre Afrique, c'est dès le jeune âge que nous devons leur donner des habitudes, des manières de vivre. Parce que le succès répond à un comportement, le succès répond à un programme de vie, le succès répond à un style de vie. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant invite donc les parents à s'investir dans l'éducation de la fille. Les filles ont des espoirs et des rêves à réaliser. À l'occasion de la Journée internationale de la fille, nous devons renforcer les investissements et intensifier nos actions pour faire de leurs rêves une réalité. Chacun d'entre nous peut s'engager à agir dans leur intérêt à leur côté. Plutôt que de reléguer les filles dans l'ombre, plaçons-les dans la lumière. C'est en 2011 que l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré la Journée internationale de la fille. 2023 marque la 11e édition. Et on n'oublie pas d'être prudent sur nos routes. L'appel est lancé à la 9e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. Les services du ministère des Transports ont organisé une série de sensibilisations en faveur de la communauté éducative, notamment les écoliers, les lycéens et les collégiens de la commune de Bingerville. Cette opération a porté sur les règles et les attitudes essentielles pour mieux se tenir sur les routes. Frédéric Olaï et Jeanne Atoubi. À vos enfants pour leur sécurité vers la traversée des routes. Lycée garçons de Bingerville, élèves, enseignants et personnels administratifs sont entretenus sur les dangers liés à l'usage du téléphone et des appareils numériques pendant la traversée des routes. Élèves, adultes, papa, maman, on a vu plein. On commet une première grosse erreur. À un carrefour,
vous traversez en diagonale. Celui qui est devant il klaxonne, tu t'embrouilles, tu ne sais pas où tu vas. Après, il y a le banquier qui vient. Papa t'a dit va à l'école, on l'appelle, on dit va à l'hôpital. Est-ce que c'est bon? Le lycée garçon de Bingéville marque une étape de la campagne de sensibilisation à la prudence sur les routes destinée à la communauté éducative. L'OSER, Office de sécurité routière, attend des responsables d'établissements de la commune de Bingéville qu'ils forment les élèves au civisme sur les routes. Le ministère des Transports est venu dans le cadre, n'est-ce pas, d'une formation, d'une éducation, n'est-ce pas, de nos élèves. Mais comme vous le constatez, notre établissement est situé dans une zone accidentogène. Donc, au-delà de la formation, nous souhaitons, n'est-ce pas, que des équipements, n'est-ce pas, soient mis à la disposition, n'est-ce pas, de cet établissement pour sécuriser l'environnement scolaire. Dans le cadre de cette 9e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, plusieurs agents des forces de défense et de sécurité et de l'OSER ont été déployés sur toutes les artères de la commune pour accentuer la sensibilisation. À Bingéville, où les accidents liés à l'imprudence des usagers de la route sont légion, cette présence est un rappel aux populations et aux automobilistes l'exigence à observer une prudence absolue sur les routes, dans la perspective de réduire les accidents. Voilà, nous partons maintenant pour la région du Bélier où le conseil municipal de Kokumbo a été installé. La nouvelle équipe municipale s'est engagée dans une gestion participative pour des réponses efficaces aux attentes des populations. On en sait plus avec notre reporter Léon Brou. Les charges de la commune remises par son prédécesseur au nouveau maire de Kokumbo dans la région du Bélier. Une passation certifiée par le préfet Germain Nguessankwaku qui met ainsi la nouvelle équipe municipale en route pour le développement de Kokumbo et l'épanouissement des populations. Sur la question, le nouveau maire évoque pour sa cité le statut de commune rurale pour souligner le modeste volume de ses ressources et salue le bilan de ses prédécesseurs, puis engage son équipe à une gestion participative. On fera en sorte que ce qui leur paraît essentiel, ce qui est cher pour mes parents, c'est ce que nous mettons en avant. Et donc on sera vraiment à leur écoute. C'est ce qu'ils veulent qu'on fera. On ne fera rien qui soit au détriment de nos parents. Avocat, Noël Faustin Kwame est élu maire de Kokumbo depuis le scrutin du 2 septembre dernier qui consacre la victoire du RHDP dont il était tête de liste. Il conduit une équipe pluricolore de 32 conseillers municipaux, dont 4 adjoints au maire, qui l'invitent à l'unité. Voilà, et 5 semaines après les élections des conseils régionaux qui a vu la réélection dans le Gor de la liste du RHDP conduite par Joachim Guégué Bagnon, le préfet de la région, Fofana Lansina a procédé à l'investiture du président du dit conseil. Explication avec Boga Dogui, Aïpe Gagnoa, commentaire Mama Traoré. La pose de l'écharpe consacre ainsi l'entame du 3e mandat de Joachim Guégué Bagnon à la tête du conseil régional du Gor. Conseiller régional élu, chef traditionnel et président de mutuelle ont fait le déplacement des 16 sous-préfectures des départements de Gagnoa et Doumé pour assister à cette cérémonie présidée par le préfet de région du Gor, Lansina Fofana. L'autorité préfectorale exhorte le nouveau conseil régional investi à travailler à l'amélioration des conditions de vie des populations, tout en veillant à préserver la paix et la cohésion sociale dans cette région du pays. Pour moi, la région doit unir tous ses fils. Parce que ce sont les compétences des fils de la région qui développent la région. La population a opté pour le développement. Parce que le président, comme vous le savez, lui, il est un président de développement. C'est ce que nous allons faire. Pour ce nouveau mandat, Joachim Guégué Bagnon s'engage à aller plus loin dans les actions de développement. À partir d'aujourd'hui, et comme toujours d'ailleurs, je serai le président de tous, quelle que soit l'origine, quelle que soit l'ethnie. Je serai le président de tout le monde. Et c'est avec vous qu'on fera le travail. La région du Gor compte 65 conseillers régionaux, dont 5 vice-présidents. Les vice-présidents Yacouba Dambélé et Saïe Bizier sont reconduits. Les 3 nouveaux sont Julien Conan, Rabélia Gros-Charles et Touré Aya Virginie.
Et pour les 5 prochaines années, les populations ont confié le développement du Bafing à Mamadou Sanogo, président sortant du conseil régional. Il a été installé dans ses fonctions par le préfet des régions du Bafing. Explication avec Mamadou Kwasi. Siège du conseil régional du Bafing, Mamadou Sanogo confirmé dans ses fonctions de président. Pour son installation, il bénéficie du soutien de l'ensemble des conseillers régionaux et des représentants des couches de la population du Bafing. Pour les 5 prochaines années, Mamadou Sanogo et son équipe s'inscrivent dans la continuité. Une poursuite des actions de développement pour donner un visage reluisant à la région du Bafing, tout en améliorant les conditions de vie des populations. Pour le premier mandat, vous avez tout suivi. Nous avons tout mis en œuvre pour relever le niveau des équipements dans notre région. En termes de collèges de proximité, de centres de santé. Pour le deuxième mandat, nous allons aussi chercher un autre marqueur pour ce deuxième mandat, où nous allons tout faire pour continuer l'équipement de notre région. Mais le point nodal de notre mandat, de ce mandat-là, c'est l'autonomisation des jeunes et des femmes. Le préfet des régions exhorte les conseillers à travailler dans la cohésion pour le développement du Bafing. Tout à l'heure, le président l'a dit, il tend les bras pour les nouveaux, pour les anciens, pour former désormais une équipe. C'est un conseil et c'est ensemble que vous devez relever tous les défis qui se posent à notre région. Cette cérémonie d'installation de la nouvelle équipe dirigeante du conseil régional du Bafing a été couplée à la première session de cette institution. Une session inaugurale qui voit la mise en place des commissions permanentes, l'examen et l'adoption du projet du programme triennal 2024-2026. L'équipe municipale de Mans a été aussi installée, réélue le 2 septembre dernier à la tête de la mairie de Mans. Aboubakar Fofana a été installé officiellement dans ses fonctions par le préfet de région du Tonkpi et 48 conseillers municipaux lui ont renouvelé leur confiance, nous dit Mamadou Kwasi. Aboubakar Fofana devient le tout premier maire de la ville de Mans à être reconduit à la tête de la commune de toute l'histoire de cette capitale du Tonkpi. Son installation a donné lieu à une mobilisation des différentes couches de la société du département de Mans pour lui témoigner leur soutien pour le combat du développement, mais aussi lui dire leurs attentes. Il a besoin de l'aide de tout le monde, ce n'est pas lui seul qui pourra faire. C'est avec l'aide des cadres même, et les femmes, les jeunes, et nous aussi, la chefferie. Nous allons l'assister, on va l'accompagner. Il faut que cette année soit mise sous le sceau de la femme, parce qu'on voudrait bien que le maire soit la base de l'autonomisation des femmes. Donc nous voulons des AGR, nous voulons être accompagnés. Aboubakar Fofana se dit confiant pour relever tous les défis de développement pour l'épanouissement de chaque population. Mais pour y arriver, il sollicite l'implication et l'engagement de tout un chacun. C'est que nous sommes partis pour une aventure de solidarité, d'action commune et d'engagement de tous. Et je suis fier de conduire cette belle équipe, riche dans sa diversité, mais riche aussi dans son expérience. Propos soutenus par le préfet de région, qui invite l'ensemble des populations, surtout les conseillers municipaux, à s'investir pour renforcer les actions de développement. Les échanges d'idées, que vous pouvez sortir certains projets, pourquoi pas, pour améliorer même ceux qui vous seront proposés. Mais éviter la belligérance parce que les élections sont terminées. En plus de l'élection en interne du maire, les conseillers municipaux ont choisi les 6 hommes à jouer au maire pour un mandat de 5 ans. Tous ont reçu la feuille de route des mains du préfet de région. Et dans l'actualité sportive, le compte à rebours est lancé et l'attente est longue pour les passionnés de football africain. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se jouera dans notre pays, se rapproche à grands pas et le tirage au sort qui décidera du sort des 24 équipes qualifiées est prévu pour demain jeudi 12 octobre 2023 à partir des 19h GMT. Et en prélude justement au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire a convié les journalistes sportifs à un masterclass autour du thème « Sa gratitude et couvrir un grand événement sportif ». Reportage Moyabi Diabaté et Oda Lebi.
Comment s'accréditer et couvrir un grand événement sportif? C'est le thème qui a réuni les journalistes de la presse sportive ivoirienne et étrangère à la Maison de la Presse d'Abidjan. Les membres de la cellule multimédia CAF et des accréditations des journalistes officiers médias ont longuement édifié les journalistes sur le thème et ont également répondu à leurs préoccupations. Nous recevons la CAN ici et c'était très important pour l'association d'entretenir ses membres afin qu'ils s'imprègnent des réalités d'une accréditation d'une compétition majeure comme la CAN. Moment important de cette première activité des journées du journaliste sportif, le partage d'expériences des anciens Emmanuel Kofi et Magoular Diop aux plus jeunes. Je vous exhorte à continuer dans vos associations sportives à être unis, à savoir quelquefois manœuvrer de manière collective. Ne pas hésiter, si vous en avez la possibilité, à retourner de temps à autre sur les bancs pour acquérir de nouvelles techniques de reportage et de travail. Nous voulons rentrer dans la vision globale qui est d'organiser la meilleure CAN jamais organisée. Donc nous, en tant que journalistes également, nous allons décliner nos objectifs de cette vision-là afin de pouvoir mobiliser le maximum de journalistes jamais mobilisés. Et nous sommes heureux que les journalistes aient répondu nombreux afin que les gens sachent que les journalistes de sport sont un maillon essentiel dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Les journées du journaliste sportif s'achèveront avec le mini-tournoi de football au stade de la haute fréquence et un dîner gala à la Maison de la Presse d'Abidjan au plateau. Et à l'étranger, en Israël, un gouvernement d'urgence sera formé pour la durée de la guerre face au Hamas. Le Premier ministre israélien et le leader de l'opposition sont parvenus à un accord aujourd'hui pour former ce gouvernement d'urgence et un cabinet de guerre. L'autre leader de l'opposition, Yair Lapid, n'est pas inclus dans cet accord, mais un siège lui sera réservé au sein du cabinet de guerre. Les victimes se comptent maintenant par milliers depuis le déclenchement du conflit par le Hamas. 1200 morts côté israélien et 1005 côté palestinien. Et on retient ce qui concentre l'actualité en Côte d'Ivoire en ce moment. Le Sénat ivoirien entamera dès demain sa deuxième législature et on connaîtra le nouveau président de cette institution. La séance inaugurale se tiendra à Yamoussoukro, un événement que vous pourrez suivre sur RTI 1 à partir de 9h30. Très belle soirée sur RTI 1. Moi, je vous retrouve avec plaisir demain 20h sur ce même plateau.